Le message est arrivé à 2h17 du matin, projetant une lumière bleue crue sur le plafond de notre chambre dans le 15e arrondissement. Est-ce qu'il est parti? Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que ce message m'était destiné, ma poitrine s'est même soulevée d'espoir jusqu'à ce que je voie le nom affiché en haut de l'écran car ce n'était pas le mien, c'était celui de ma femme, Sophie. Et le téléphone ne reposait pas de mon côté du lit mais sur sa table de chevet, écran retourné et verrouillé. Sophie dormait à côté de moi, sa respiration lente et régulière, comme si son monde n'avait absolument pas basculé. Alors je ne l'ai pas secouée pour la réveiller et je n'ai pas non plus saisi le téléphone tout de suite, je me suis contentée de fixer l'obscurité. Cette unique question tournant en boucle dans mon esprit, est-ce qu'il est parti? Parti où? Et pourquoi la réponse me semblait-elle être une évidence que je connaissais déjà? En y repensant, les indices s'accumulaient depuis des mois, un appel manqué qu'elle balayait d'un rire nerveux, un nouveau code de verrouillage sur son téléphone soi-disant pour la sécurité de son entreprise à la Défense. Des douches qu'elle prenait à la seconde où elle franchissait le seuil de l'appartement comme si elle avait besoin de rincer sa journée entière de sa peau, et cette façon qu'elle avait de prononcer mon prénom de moins en moins souvent, comme s'il était devenu trop léger à porter. Je m'étais convaincue que j'imaginais des choses, me répétant que les mariages traversent des périodes de silence et que l'amour ne s'annonce pas toujours à grand bruit, mais le lendemain matin, après son départ pour le travail, j'ai finalement pris son téléphone. Mes mains étaient stables, ce qui m'a effrayée davantage que si elles avaient tremblé, et le code était la date de notre anniversaire de mariage, ce détail fut celui qui m'a coupé le plus profondément. Je n'ai pas tout fait défiler, je n'en avais pas besoin, il y avait des émojis en forme de cœur là où mon nom figurait autrefois, des blagues d'initiés dont je n'avais jamais fait partie, des projets écrits par fragments comme si le reste avait déjà été dit ailleurs. Et puis un autre SMS du même numéro, j'ai hâte que tu sois enfin libre. Je me suis assis au bord du lit et j'ai ri, non pas parce que c'était amusant, mais parce qu'une partie de moi s'y préparait depuis longtemps, comme si mon corps l'avait accepté avant que mon cœur ne le veuille. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas crié, ni pleuré, ni exigé de réponse, j'ai simplement fait un sac, posé mon alliance sur le plan de travail de la cuisine et j'ai quitté l'appartement sans dire un mot. Pendant 3 jours, je suis restée dans un petit hôtel bon marché en périphérie de Paris, ignorant ses appels tandis que ses messages changeaient de ton, passant de la confusion à la fureur, puis aux supplications. Où es-tu? Il faut qu'on parle, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Le 4e jour, quelqu'un a frappé à ma porte et je savais que c'était lui avant même d'ouvrir. Il avait l'air banal, légèrement plus grand que moi, peut-être nerveux, le genre d'homme qu'on croise au rayon d'un supermarché Carrefour et qu'on oublie l'instant d'après, serrant ses clés de voiture comme une armure. Elle ne m'avait pas dit que tu partirais, a-t-il dit, comme si ce fardeau m'appartenait d'une manière ou d'une autre. Je me sentais épuisée jusqu'à l'os et j'ai répondu, vous ne devriez pas être ici. Il a continué en disant, elle s'effondre, elle dit que tu ne réponds pas, je voulais juste expliquer. Expliquer quoi? Ai-je demandé doucement, depuis combien de temps ça dure ou comment vous avez réussi à croire que cela ne détruirait personne? Il a dégluti et a dit, je ne voulais pas que ça arrive. Personne ne le veut jamais, ai-je répliqué, et pour la première fois, j'ai cru qu'il le pensait vraiment. Il a jeté un coup d'œil derrière moi dans la chambre d'hôtel comme s'il s'attendait à la trouver là et à lâcher, presque en suppliant, elle t'aime. Quelque chose s'est alors apaisé en moi, ni fureur, ni amertume, juste de la clarté, et j'ai répondu, alors elle n'aurait pas dû avoir besoin de toi, avant de fermer la porte avant qu'il ne puisse continuer. Plus tard cette nuit-là, j'ai finalement pris son appel, elle pleurait, elle a avoué, non pas de manière théâtrale mais par petites phrases fracturées, elle a dit qu'elle se sentait transparente, que cela avait commencé par des conversations, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Je lui ai dit que je la croyais et c'était la vérité la plus difficile de toutes, mais croire quelqu'un ne rétablit pas la confiance, l'amour n'annule pas les décisions et les excuses ne peuvent pas remonter le temps. Une semaine plus tard, je suis retournée à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires, les pièces semblaient plus étroites, le silence plus lourd, et chaque photographie ressemblait à la preuve d'une vie qui s'était déjà refermée. Je ne suis pas partie en la haïssant, je suis partie en voulant à la version de moi-même qui aurait pu rester simplement pour éviter la douleur. Aujourd'hui, des mois plus tard, je me reconstruis encore doucement, tranquillement. Certaines nuits, la trahison martèle encore ma poitrine sans prévenir, mais je ne lui ouvre plus la porte.
J'ai appris que partir sans faire de discours n'était pas de la lâcheté, c'était le premier acte honnête que j'avais posé pour moi-même depuis des années.